Bonjour à tous et bienvenue dans Futur Mag. Aujourd'hui, nous sommes à Paris et plus précisément devant l'Institut de la Vision, un des plus grands centres de recherche européens consacrés aux maladies de l'œil. Bien entendu, avant, pendant ou après l'émission, vous pouvez nous retrouver sur arte.tv/futurmag et réagir sur les réseaux sociaux grâce au hashtag de l'émission. Mais tout de suite, c'est le sommaire et on va en prendre plein les yeux. Et cette semaine, Futur Mag se rend à l'Institut de la Vision à Paris, où nous allons découvrir une technologie révolutionnaire, la rétine artificielle. Elle permet à certaines personnes devenues aveugles de retrouver en partie la vue. J'ai vu un signal lumineux et là, c'était super. Puis nous nous rendrons dans un petit village des Pays-Bas qui expérimente une nouvelle façon de produire et de consommer l'électricité grâce à un réseau électrique intelligent. Un réseau qui permet de faire des économies substantielles. Quand nous n'utilisons pas toute l'énergie nous-mêmes, nous pouvons la vendre par exemple à Myriam, à Otto. Et enfin, direction l'Angleterre, où nous verrons comment des enseignants ont eu l'idée d'utiliser un robot pour améliorer l'apprentissage d'enfants autistes. La maman a dit, c'est la première fois que je vois un de mes enfants ici qui est autiste interagir comme ça avec un objet. Nous sommes maintenant à l'intérieur de l'Institut de la Vision pour notre rubrique Homme et nous allons découvrir ensemble une incroyable percée technologique dans le domaine du traitement de la cécité, la rétine artificielle. Mais pour être sûr d'y voir bien clair, d'abord un point sur le fonctionnement de l'œil. Quand on regarde un objet, les rayons lumineux sont traités et analysés par une machinerie complexe. Et le premier maillon, c'est l'œil. L'œil, comme dans un appareil photo, c'est d'abord une optique. Deux lentilles successives, la cornée et le cristallin, dévient les rayons. À l'arrière de l'œil, on trouve la rétine, qui reproduit l'image d'origine grâce à des cellules photoréceptrices, les bâtonnets et les cônes. Les bâtonnets recouvrent la plus grande partie de la rétine et s'occupent de la vision périphérique et en noir et blanc. Les cônes sont concentrés dans une petite zone dédiée à la vision précise et en couleur. L'image est alors transformée en signal électrique et envoyée au cerveau par des cellules de transmission via le nerf optique. Dans certaines pathologies, il arrive que les cellules photoréceptrices disparaissent petit à petit, et la vue avec. L'œil est une machine complexe mais surtout fragile. Certaines pathologies qui détruisent la rétine provoquent une cécité complète et normalement définitive. Mais aujourd'hui, il est possible de retrouver la vue grâce à un implant truffé de technologie. C'est ce que l'on appelle la rétine artificielle. Nous allons maintenant partir à la rencontre de ceux qui ont renoué avec la lumière et de ces scientifiques qui les ont sortis de l'obscurité. Derrière les murs de l'hôpital des 15-20 à Paris, une expérience hors du commun va avoir lieu. Cette patiente, Barbara, est totalement aveugle depuis l'âge de 37 ans. Elle en a aujourd'hui 57. Je vais sous-installer. Une maladie héréditaire, la rétinopathie pigmentaire, a détruit une partie de sa rétine. Cette maladie touche environ 15 000 personnes en France. Mais désormais, pour elle comme pour Barbara, il y a un nouvel espoir. Pour la première fois depuis 20 ans, elle va sortir de l'obscurité. L'événement est exceptionnel, l'équipe médicale a donc décidé de le filmer. Alors, je vous ai disposé les boules sur la table. Il y en a plusieurs et qui sont placées un petit peu n'importe où, d'ailleurs. Donc déjà, vous essayez de me dire si vous arrivez à les compter. Aujourd'hui, Barbara apprend à percevoir des objets à l'aide d'un implant rétinien. Cet implant fonctionne grâce aux images fournies par une mini-caméra intégrée aux lunettes. À droite, sur l'écran de l'ordinateur, l'image telle qu'elle est vue par l'implant. Pour l'instant, Barbara ne distingue que des éléments très contrastés. Il y en a une là. D'accord, donc celle-là, vous la gardez. Alors, est-ce que vous en voyez d'autres? Ouais, je vais plus rien laisser traîner avec vous, en fait. Hein. Vous récupérez tout. C'est beau, ça? Mais pour elle qui n'a pas vu depuis 20 ans, ces retrouvailles avec la lumière, c'est déjà beaucoup. J'ai vu un signal lumineux et là, c'était super. C'est magique de pouvoir
repercevoir. C'est comme ça que je définis, parce que c'est pas la vision que j'ai eue dans le temps, bien sûr. Je vois pas des formes en entier. Pour le moment, je vois des camemberts pour les boules, mais bon, je sais que c'est rond. L'autre jour, j'avais mis ma main sur la table et je la voyais pas. Et là, aujourd'hui, apparemment, je l'ai vue. Donc mes neurones sont peut-être réveillés. Réactiver des connexions neuronales en sommeil depuis des années, c'est un long travail qui s'étale sur 18 mois. Il nécessite la présence à ses côtés d'un orthoptiste, un spécialiste de la rééducation de la vue, pour lui réapprendre à voir. Pour Barbara, tout a commencé il y a 3 mois, par une opération chirurgicale. 2h30 d'intervention délicate, au cours de laquelle on lui a posé un implant composé de 2 parties. Un processeur sur le globe oculaire, relié à des électrodes sur la rétine. Cet implant a été mis au point en France par les équipes de Bernard Gilly, un chef d'entreprise visionnaire. Tu as pu regarder l'implant là? Sous le microscope des chercheurs, voici à quoi il ressemble. Sa partie intelligente, un microprocesseur connecté à des microfils. Ça, ce sont les micro-câbles qui relient donc le processeur aux électrodes, donc 15 microns chacun, donc inférieur à l'épaisseur d'un cheveu, et qui vont transférer le signal électrique jusqu'aux électrodes qui sont à la surface de la rétine, qui sont là. Ici, 49 électrodes. C'est le même implant que celui porté par Barbara. Mais cet implant ne peut pas fonctionner seul. Il fait partie d'un système global. Le patient doit porter des lunettes équipées d'une mini-caméra. Les images qu'elle filme sont transformées en signal électrique par un petit ordinateur portatif. Ensuite, ces signaux sont transférés par infrarouge vers les électrodes fixées à la surface de la rétine, à l'intérieur de l'œil. Dernière étape. Ces électrodes transmettent les signaux via le nerf optique au cortex visuel, là où les images se forment. Équipée d'un tel dispositif, Barbara tente aujourd'hui pour la première fois de se déplacer dans un couloir, en visualisant l'emplacement des portes. Un exercice capital pour elle. Donc on a plus de stimulation quand on arrive sur quelque chose de sombre. Oui. En gros, tout ce qui est très clair, très lumineux, ça ressort. Oui. Dès qu'on arrive sur une porte, là, il y en a plus. D'accord? Donc partant de tes prérequis, on va essayer de les trouver toutes sans exception jusqu'à, allez, 10 mètres encore. Là. Allez, 1 sur 1, on continue. Là. Et de 2 sur 2, on continue. Doucement, 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 doucement. Ok. Eh ben c'est pas mal du tout. Vous m'avez loupé. Allez, 3. Ah bah oui, quand même. Et vous savez pourquoi? Non. Vous avez été trop vite. Ce type d'exercice est fatigant. Le cerveau de Barbara n'est plus habitué à recevoir des images. Régulièrement, elle doit faire des pauses. Comme vous avez pu le constater, ouais, il faut de l'entraînement. Beaucoup d'entraînement. Parce que, effectivement, l'implant, il est là. Là, vous redécouvrez, entre guillemets, un nouveau mode de vision qui avait disparu. D'accord. L'espoir pour moi, c'est de redevenir autonome, de pouvoir circuler seul. C'est ça l'objectif. Donc, et ça, je pense bien y arriver d'ici 18 mois. Voici Yannick Lemaire, le chirurgien qui a opéré Barbara. Pour l'instant, il ne pose d'implant qu'aux patients ayant déjà vu. Pour l'instant, on ne peut pas s'adresser aux aveugles de naissance. Même si peut-être la stimulation donnerait quelque chose, ce quelque chose, on ne sait pas si le cerveau serait capable de l'utiliser. Donc on risque, comme c'est quand même un traitement assez lourd, on risque d'opérer des gens pour rien. Donc ce n'est pas notre but. Aujourd'hui, l'enjeu pour Bernard Gilly et sa société, c'est d'augmenter la résolution d'image en multipliant les électrodes et en les plaçant sous la rétine, l'endroit idéal pour améliorer la connectivité avec les cellules. Pour ça, il a fallu miniaturiser. Voilà le nouvel implant. Alors, si je le mets sur un fond blanc, on voit ce petit point noir au milieu. Et ce petit implant-là contient déjà beaucoup plus d'électrodes. On est maintenant là-dessus, pratiquement à 200 électrodes sur ce tout petit bout qui fait à peu près 2 mm par 2 mm. L'idée, c'est d'en mettre entre 6 et 10 et d'arriver à peu près à 5000 pixels avec la capacité pour les patients d'avoir une autonomie complète, totale. Et pour mesurer l'amélioration de la qualité de l'image grâce au nouveau système d'implants rétiniens,
On a reconstitué ici le quartier de la Bastille à Paris, en 3 dimensions. On va simuler comment le système d'implant rétinien va prendre cette scène et l'envoyer au cerveau. Vu par les côtés électrodes, côté traitement du signal, côté traitement de l'information, comment tout ça va être perçu par le patient. Johan, on va prendre la tête qui simule le regard du patient et on va faire comme si on y découvrait Place Bastille. Donc ici, on voit la même scène que tout à l'heure, qui est observée par l'implant. Et cette image correspond à la génération d'implants que porte Barbara, la patiente. On voit ici la colonne de Juillet. On peut aussi voir des objets. Évidemment, à cette résolution, c'est difficile de voir ce que c'est, mais au moins, ça a l'avantage de dire qu'il y a quelque chose ou pas. Donc ici, on voit un implant avec 1000 électrodes, ce qui va correspondre plus à un implant sous-rétinien. Et on voit nettement mieux les bus, quel type de véhicule c'est, les personnes qui passent. Avec 1000 électrodes, vous pouvez commencer à lire. Oui. Même avec 500, 600, ça commence à être possible. Pour les implants à 1000 électrodes, soit 20 fois plus que celui porté par Barbara, les premiers essais cliniques devraient démarrer en 2016. De retour à Paris, dans les murs de l'hôpital 1520, au cœur du Street Lab de l'Institut de la Vision. Et je suis en compagnie du professeur Sahel. Bonjour. Bonjour. Et merci de nous recevoir ici. Vous êtes chercheur et un grand spécialiste de la vision. D'abord, pouvez-vous m'expliquer à quoi sert cet endroit étrange ? Alors, Street Lab, c'est le dernier projet mis en œuvre de l'Institut de la Vision qui vise à recréer les conditions de la vie quotidienne pour des personnes souffrant de troubles visuels ou d'ailleurs de troubles auditifs aussi. L'objectif, c'est d'évaluer l'impact des maladies et du handicap dans des situations le plus proches possible de la vie quotidienne des personnes. Ça ressemble un peu à un studio de cinéma, donc c'est scénariser la vie quotidienne de façon à pouvoir créer des conditions reproductibles mais proches du réel. Alors vous êtes un des grands pionniers de la rétine artificielle. Aujourd'hui, à combien de personnes cette technique s'adresse-t-elle et est-ce que ça s'adresse à tous les problèmes de cécité ? Alors évidemment, ça ne s'adresse pas à tous les problèmes de cécité puisqu'il faut que le nerf optique et une partie de la rétine soient encore fonctionnels pour que les implants électroniques qui sont placés chez les patients puissent stimuler les cellules restantes et transmettre les informations au cerveau. Mais ça représente combien de personnes, par exemple, en France ? Alors en France, selon la performance du système, aujourd'hui ça représente quelques centaines de personnes, mais dès la génération suivante d'implants qui est en préparation, qui normalement devrait être testé d'ici 1 an et demi à peu près, ça devrait concerner plusieurs milliers de personnes. Mais évidemment, par rapport aux plus de centaines de milliers de personnes souffrant de troubles visuels, ça n'est qu'une partie de cette population. On l'a vu dans le documentaire, la résolution est assez restreinte pour l'instant. Est-ce qu'on peut imaginer l'augmenter ? Alors aujourd'hui, les implants qui ont été testés ont 50 à 60 électrodes, ce qui donne déjà, en dépit de cette résolution qui est assez faible, effectivement, si on compare à un appareil photo, quelque chose qui est relativement grossier. Le traitement de l'information qui est proposé, l'amélioration des contrastes, des paramètres spatiaux et temporels, permettent d'extraire des informations qui sont utiles au quotidien. Mais évidemment, augmenter le nombre d'électrodes est en préparation. Donc dès l'année prochaine, une génération à 150 électrodes sera testée, et 2 à 3 ans après, une génération à 1000 voire 5000 électrodes va être testée. Et aujourd'hui, quel est le coût de l'implantation d'une rétine artificielle ? Aujourd'hui, l'implant que nous avons testé, qui va commencer à être vendu, va être vendu autour de 100 000 € à peu près. Et pour Pixium, je n'ai pas une idée du prix exact, mais ça devrait être un peu moins. Mais enfin, ça reste encore un chiffre relativement important. Cela dit, il faut mettre ça en proportion du bénéfice rendu sur toute une vie, si les personnes récupèrent certaines capacités visuelles. Mais là, ça relève plus d'éléments qui ne sont pas proprement médicaux. Alors la rétine artificielle n'est pas la seule innovation susceptible d'aider les aveugles. Il y a de nouvelles applications pour smartphones, pour tablettes, qui permettent d'écrire le braille sur des écrans tactiles. Et c'est notre pastille du web. Un fossé numérique s'est creusé pour les aveugles et les malvoyants avec la multiplication des écrans tactiles. Cela va enfin changer grâce à la reconnaissance vocale et à des nouvelles applications pour smartphones et tablettes. L'alphabet Braille, inventé en 1829 par Louis Braille pour donner à chaque lettre un code en relief, peut désormais être écrit non plus avec des machines volumineuses et coûteuses, mais avec un simple téléphone. Des solutions qui pourraient facilement s'imposer, à en croire les tests de l'université de Georgia Tech. 32 mots à la minute avec 92% d'exactitude, 6 fois mieux qu'avec les techniques classiques. Un score qui pourra être amélioré grâce à la reconnaissance tactile qui déplace et dirige les points vers les doigts de l'utilisateur
comme on voit sur ce test pour tablette. Est-ce que vous pensez que ce genre d'application va permettre de réduire la fracture numérique entre voyants et non-voyants? Toutes les nouvelles technologies peuvent être soit excluantes parce qu'elles créent vraiment un mur pour les aveugles, en particulier ces écrans complètement lisses, ou au contraire, si on tient compte de la situation des malvoyants et des aveugles, ça peut leur permettre de réaliser des tâches qu'ils n'auraient pas pu effectuer autrement. Professeur, merci infiniment de nous avoir reçus ici à l'Institut de la Vision. Et vous pouvez retrouver évidemment la totalité de cette interview sur arte.tv/futurmag. Comment répondre à la demande croissante d'énergie à travers le monde tout en limitant son impact écologique? C'est la question que nous allons soulever dans cette rubrique Terre. Mais avant d'apporter une réponse innovante, évidemment, faisons un point sur la production d'électricité en animation. Par définition, un courant électrique, c'est un mouvement d'électrons. Pour créer ce courant, il faut une source d'énergie. Cette source peut être régulée à volonté, comme la chaleur dégagée par une centrale nucléaire ou la chute de l'eau libérée par un barrage. La production d'électricité peut alors s'adapter à la demande de la consommation. Mais la production est intermittente et irrégulière quand elle provient de sources d'énergie solaire ou éolienne, car ces sources sont par nature dépendantes de conditions extérieures. Comme l'électricité produite doit être consommée tout de suite, sans quoi elle est irrémédiablement perdue, le problème de ces énergies vertes, c'est donc de pouvoir les stocker. Mais les batteries sont lourdes, volumineuses, polluantes et ont une durée de vie limitée. Alors certaines villes mettent en place des réseaux intelligents. En anglais, les smart grids. Des réseaux qui mettent en commun tous les utilisateurs pour mieux gérer consommation et production. Malin, non? Multiplier les sites de production de l'électricité, la mettre en partage sur le réseau et l'envoyer là où elle est utile, tout comme l'information sur Internet. C'est ça, le concept du smart grid, du réseau électrique intelligent. Nous prenons tout de suite la direction de la Hollande, où un petit village a mis en pratique ce concept et réduit la facture de ses habitants. Au nord des Pays-Bas, dans la commune de Groningen, voici Hoekerk, le premier village européen à fonctionner depuis 2 ans avec un réseau électrique intelligent, le Smart Grid. La plupart des toits des maisons sont recouverts de panneaux solaires. Ici, on combine électricité verte et réseau électrique national en évitant le gaspillage d'énergie. Yann vit ici avec sa femme. Écologistes convaincus, ils produisent de l'énergie verte grâce aux panneaux photovoltaïques installés sur leur toit. Mais quand il n'y a pas assez de soleil, le réseau électrique prend le relais grâce à un compteur intelligent. Ici, nous avons le compteur intelligent. Il donne des informations à la compagnie d'énergie sur combien d'électricité nous consommons. Mais il donne aussi des informations sur combien d'énergie nous produisons avec nos panneaux solaires sur le toit. Et ce compteur est relié à Internet. Avec sa tablette, Yann peut donc suivre en temps réel et à distance sa production et consommation d'énergie. En ce moment, il n'y a pas de soleil dehors. Alors nous utilisons seulement l'électricité du réseau général de la compagnie d'énergie. Mais si on regarde les mois précédents, le mois d'octobre par exemple, cette part montre l'énergie que nous avons produite nous-mêmes. Si on était en juillet ou août, il y aurait une large part du cercle qui serait verte. Quand la maison de Yann ne produit pas assez d'énergie verte grâce à ses panneaux solaires, elle peut donc basculer sur le réseau général électrique. Mais aussi et surtout, utiliser le surplus d'énergie solaire disponible chez les voisins. 42 maisons, toutes sur le même modèle que celle de Yann, qui communiquent entre elles via leur compteur intelligent en réseau. Ce système permet d'ajuster l'offre et la demande de chaque maison et il fonctionne en vase communicant. Sur sa tablette, Yann peut également suivre en temps réel les fluctuations du prix de l'énergie verte produite par l'ensemble du village. Il sait donc à quelle heure l'électricité lui coûtera le moins cher. Entre 2 et 3 heures. J'ai encore le temps de tricoter avant de passer l'aspirateur. Le couple participe au projet depuis 1 an et demi. L'énergie verte utilisée au maximum, c'est moins de gaz à effet de serre. Le système est donc aussi bon pour leur porte-monnaie que pour l'environnement. Nous participons à ce projet parce que nous voulons garder assez d'énergie pour notre planète. Nous avons des quantités limitées d'énergie.
En produisant notre énergie nous-mêmes, nous devenons aussi moins dépendants de la compagnie d'énergie et des prix qu'elle pratique. Pour nous, c'était important de participer à ce projet. Et ce système qui bénéficie à tout le quartier renforce aussi les liens de voisinage. Autour de la table, on discute des économies faites chaque mois. Et ce matin, Myriam a sans doute utilisé l'énergie solaire de Rita, mise dans le réseau. J'ai seulement 6 panneaux solaires. Et Rita, elle, en a 12. Elle a donc un surplus d'énergie. Oui, parce que quand nous n'utilisons pas toute l'énergie nous-mêmes, nous pouvons la vendre par exemple à Myriam, à Otto, à tous nos voisins. Produire de l'énergie et la redistribuer en fonction des besoins, c'est désormais possible avec le réseau intelligent qui sait réguler l'énergie et éviter au maximum le gaspillage. Mais avec ce système en flux tendu, tout ce qui n'est pas consommé est tout de même perdu. Une des étapes supplémentaires à atteindre en termes d'innovation est donc de savoir stocker l'énergie verte. À Carros, près de Nice, voici le futur quartier solaire intelligent de RDF. Dans cette zone, plusieurs dizaines de maisons produisent déjà leur énergie verte grâce à des panneaux solaires. Demain, ces foyers pourront stocker cette énergie dans cette grosse batterie située en amont de la ville. Un des aspects particulièrement intéressants de cette grosse batterie, c'est qu'elle va permettre, dans les périodes de grosse production d'électricité photovoltaïque, nous sommes dans une région très ensoleillée, de stocker cette énergie verte fournie par la nature pour pouvoir la réutiliser à des moments où elle sera utile, comme par exemple le soir. Elle se charge et elle se décharge comme la batterie de votre téléphone portable se décharge lorsque vous téléphonez. Cette batterie ion lithium est d'ailleurs de la même famille que les minuscules batteries des téléphones portables. Elle peut stocker 1 MW, soit 1 mois d'énergie consommée dans une maison. Une quantité importante d'énergie contenue dans très peu d'espace. Alors je vais vous faire visiter l'intérieur de cette grande batterie de stockage d'électricité. La spécificité, c'est que nous sommes ici avec une technologie qui s'appelle lithium-ion. Cette technologie a l'avantage d'être très compacte, c'est-à-dire le lithium permet par sa densité de stocker sur peu de volume et avec peu de poids, beaucoup d'énergie. Et beaucoup plus que d'autres batteries traditionnelles, comme des batteries au plomb, par exemple. Si vous vouliez faire la même puissance avec une batterie traditionnelle, vous aurez 2, 3, 4 fois plus de masse et de volume pour une énergie équivalente. Couplées à cette batterie de grande taille, d'autres petites batteries seront prochainement installées chez les particuliers, possédant déjà un compteur intelligent et des panneaux solaires. Objectif : multiplier les capacités de stockage. Demain, si la batterie arrive, voilà l'espace où on peut la caler sans problème, quoi. Ça me permettra certainement d'être en autonomie, mais le but principal, c'est déjà de stocker ce que je produis et puis d'assurer la sécurité d'approvisionnement. Grâce à ces batteries, le quartier pourra se retrouver en totale autonomie sans aucun apport du réseau général extérieur pendant une journée et une nuit par exemple. Avec ces systèmes, le foyer devient une unité de production complète. À grande échelle, on pourrait alors imaginer un réseau d'échange mondial entre particuliers, ressemblant à un réseau Internet de l'énergie. De retour à Paris, où je suis maintenant en ligne avec Jérémy Rifkin. Jérémy, bonjour. Vous êtes essayiste, économiste et un ardent défenseur des réseaux intelligents. Pouvez-vous me dire aujourd'hui combien de personnes à travers le monde sont connectées à un réseau intelligent? L'Internet de l'énergie, qu'on peut appeler aussi Smart Grids, s'est développé partout dans le monde. Nous voyons aujourd'hui des millions de petites centrales électriques dans des usines, des maisons, des lieux de toutes sortes en Europe, mais aussi des millions partout dans le monde. Donc c'est vraiment déjà en place. À propos des réseaux intelligents, vous parlez de révolution, de troisième révolution industrielle. Pourquoi ? Nous sommes à l'aube d'une troisième révolution industrielle, une nouvelle convergence entre communication et énergie. La révolution en termes de communication, c'est Internet bien sûr, car il est organisé pour être partagé,
collaboratif, direct et horizontal. 23 ans après l'apparition d'Internet, 2,7 milliards de personnes communiquent, envoient et partagent des messages audio, vidéo et des textes directement avec un coût marginal quasiment nul. C'est phénoménal. Donc aujourd'hui, cette révolution de l'Internet de la communication va organiser la distribution d'énergie. Le cœur de ce système est ce qu'on appelle le Smart Grid. C'est en fait l'Internet de l'énergie. Il est beaucoup plus cher de construire et d'entretenir une centaine de centrales petites plutôt qu'une grosse, qui produirait beaucoup d'énergie. Et pour certains scientifiques, il n'est pas très réaliste d'envisager un réseau de l'énergie aussi important que celui dont vous parlez. Je souris car c'est exactement le contraire. Ces énergies renouvelables, le solaire, l'éolien, la géothermie, etc., sont à coût marginal nul. Le plus important, c'est de mettre en place l'infrastructure technologique. Et maintenant, la technique solaire est dans une courbe exponentielle, proche de ce qu'on a connu avec les puces informatiques il y a quelques années. Dans 10 ans, le solaire, l'éolien seront aussi peu chers que sont devenus les téléphones portables, très abordables aujourd'hui. Il faut toujours construire et entretenir ces microcentrales, donc on ne peut pas dire que l'énergie soit vraiment gratuite. C'est exactement comme pour Internet, puisque c'est l'Internet de l'énergie. Donc oui, ça coûte de l'argent de mettre en place l'infrastructure pour communiquer, comme l'Internet qu'on est en train d'utiliser en ce moment même. Mais une fois que c'est en place, le coût réel pour maintenir, gérer et utiliser ce système est presque gratuit pour envoyer des informations et communiquer. Si on applique cette technologie aux lignes électriques, c'est tout le réseau électrique qui peut être transformé en véritable Internet de l'énergie. Donc ça va coûter de l'argent bien sûr, mais plus vite nous mettons cela en place, plus vite nous aurons des énergies à coût marginal presque nul. Ça change complètement la donne. C'est une question de survie. C'est une nouvelle étape dans l'histoire. C'est inéluctable. Jérémy Rifkin, merci infiniment d'avoir pris le temps de vous connecter avec nous et vous pourrez retrouver évidemment l'intégralité de cette interview sur le site arte.tv/futurmag. Dans notre rubrique objet, aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec des robots humanoïdes. Dans les années 60, on imaginait qu'ils nous apporteraient le petit déjeuner au lit ou qu'ils passeraient l'aspirateur. Ils sont sortis des laboratoires d'études, mais pour jouer un rôle plutôt inattendu. Certains d'entre eux, comme celui-ci, interviennent dans des écoles pour stimuler l'apprentissage d'enfants autistes. Nous partons tout de suite à Birmingham, en Angleterre, à la rencontre de ses compagnons d'un nouveau genre. Comme tous les matins à Birmingham, les enfants de ce quartier se rendent sagement à Topcliffe, une école primaire des plus atypiques. Cet établissement scolaire a ouvert une section dédiée aux enfants autistes. Mais aujourd'hui, les cours vont être assurés par un drôle de professeur, un robot que l'on appelle Nao. Mais ce petit robot est quand même assisté dans son travail par Jodie, enseignante spécialisée. Ce matin, les enfants vont commencer par un jeu de reconnaissance d'animaux. Bienvenue dans le jeu des animaux. Peux-tu me montrer un chien? Maintenant, je te laisse un moment pour trouver la carte. C'est bien, tu as bien écouté. Remets la carte. Peux-tu me montrer une grenouille? Maintenant, je te laisse un moment pour trouver la carte. L'autisme est un trouble du développement qui apparaît avant l'âge de 3 ans et qui persiste à l'âge adulte. Les enfants peuvent avoir des difficultés dans leur relation avec les autres. Ils ont également parfois du mal avec le langage parlé ou corporel. Afin d'intégrer un cursus classique, ces enfants doivent recevoir un apprentissage adapté. Les enfants de cette classe ont des difficultés d'écoute. Le jeu avec le robot ne donne qu'une instruction, et le fait qu'il la répète une fois permet aux enfants de se concentrer afin d'exécuter ce que dit le robot.
Ce jeu est efficace pour développer la capacité d'écoute. Ce robot est programmable. Les enseignants peuvent cibler des jeux en fonction des points à améliorer chez leurs élèves. Ajouté à un enseignement adapté, Nao peut être un véritable atout, comme le précise Yen Lo, le directeur de l'école qui expérimente Nao depuis 2 ans dans son établissement. Les enfants ont gagné en expérience dans l'utilisation de la technologie. Ça les a aidés à mieux communiquer. Quelques enfants ont même réussi à réintégrer un cursus classique, peut-être plus rapidement qu'avec un enseignement normal. Pour comprendre d'où vient l'idée d'un tel projet, direction Paris, au siège d'Aldebaran Robotics qui a créé Nao en 2005. Ce petit robot a été imaginé initialement pour aider les hommes dans leurs tâches quotidiennes. Mais très vite, il s'est révélé utile également pour apprendre la programmation informatique de manière ludique et concrète. Aujourd'hui, on compte 5000 Nao dans le monde, utilisés dans les laboratoires, les universités ou les collèges. Bonjour Olivier et tout le monde. Je suis Nao. Comment vas-tu aujourd'hui? Moi je vais bien, Nao. Et toi, comment vas-tu? Bien, merci. Olivier Joubert est l'un des initiateurs du projet avec les enfants autistes. Sa mise en place, il y a maintenant 2 ans, relève du hasard. Durant une conférence sur la technologie, nous exposions Nao sur notre stand et comme toujours, les enfants circulant dans les corridors s'amusaient avec Nao. Et 2 de ces enfants qui étaient en train de marcher se sont rapprochés de Nao et ont commencé à interagir avec Nao. Et la maman qui les suivait a semblé émue. Et donc la personne qui était présente à ce moment-là au stand a demandé à la maman « mais qu'est-ce qui se passe ?» Et la maman a dit « c'est la première fois que je vois un de mes enfants ici qui est autiste interagir comme ça avec un objet. » Et donc on s'est dit « ok, c'est bon, il y a quelque chose à faire. Notre vision à nous, c'est d'aider au maximum l'humanité. On peut aider ces enfants, lançons-nous dans le projet. » 4 écoles dans le monde, celle de Topcliffe et 3 autres aux États-Unis testent Nao avec les enfants autistes. Et ce qui est important dans la conception pour que les enfants interagissent au mieux, c'est le ton monotone de la voix du robot. La neutralité de Nao, lorsque l'enfant donne une réponse qui n'est pas la bonne réponse, est quelque chose de fondamental. On veut récompenser l'enfant pour une réponse positive et on veut garder un ton très neutre lorsque c'est une réponse incorrecte. Les enfants autistes interprètent mal les comportements des humains. L'apparence lisse et figée du robot, ainsi que son ton neutre et vide d'émotion, permet aux enfants d'apprendre calmement en étant rassurés. L'émotionnel chez ces enfants est en effet très difficile à gérer et pour leur apprendre à se maîtriser, Nao possède un jeu très efficace. Bienvenue dans le jeu des émotions. Sois attentif. Laisse-moi te donner un indice. Ça peut être joie ou tristesse. Tristesse. Sad. Tristesse. Super, bien joué. Les enfants autistes ont du mal à reconnaître les émotions, mais également à les exprimer eux-mêmes. Le robot montre à quoi ressemblent les émotions et c'est bien pour eux de les visualiser. C'est ce qui va leur permettre de pouvoir les appliquer à eux-mêmes dans la vie de tous les jours. Toujours en utilisant le même principe de répétition, de renforcement positif, Nao apprendra aux enfants à mieux comprendre les émotions et ainsi à s'adapter mieux à notre monde. Le robot, c'est un ordinateur auquel on ajoute des moteurs. Les applications installées sont d'une apparente simplicité, mais derrière, ce sont des heures et des heures de programmation. Et aujourd'hui, la technologie va encore plus loin, en intégrant au robot de puissants logiciels qui lui permettent de choisir ses propres réponses. C'est le travail passionnant de Laurence de Villers, chercheur au LIMSI, un laboratoire en région parisienne qui travaille sur l'interaction homme-machine. Elle apprend à Nao à reconnaître les émotions humaines. Bon, Mariette, l'article qu'on est en train d'écrire sur Nao, tu penses qu'il sera fini bientôt? J'ai reconnu une femme, c'est Laurence. J'ai reconnu l'agacement. Nao, j'en peux plus, ça suffit, tu rentres dans ton placard. J'ai reconnu une femme, c'est Mariette. J'ai reconnu la colère.
Colère, agacement, peur, tristesse, Nao pourra un jour comprendre les réactions des enfants et lier avec eux encore plus de liens affectifs. Mais comment Nao fait-il pour comprendre ce qu'on exprime? On va essayer de travailler sur les intonations, la musique dans la voix. C'est principalement l'objet de nos travaux. C'est-à-dire essayer de détecter dans le rythme l'énergie qu'on va trouver dans la voix ou le timbre de la voix à travers des indices acoustiques. Qu'est-ce que la personne a comme émotion? Qu'est-ce qu'elle exprime comme émotion? Un son, c'est en fait une onde acoustique qui se propage dans l'air. Afin d'étudier les sons, les chercheurs transforment cette onde en un diagramme que l'on appelle spectrogramme. Ce graphique contient toutes les informations nécessaires à l'étude de la voix. Le son émis parvient jusqu'à Nao, qui l'enregistre par le biais de micros situés dans sa tête. Nao est doté d'un logiciel capable d'extraire un spectrogramme et de l'étudier. Il en déduit des centaines d'informations, comme par exemple le volume, le rythme ou encore les hésitations. Et il les compare ensuite à des signaux d'émotion qu'il connaît déjà. Grâce à cette analyse, le robot peut s'adapter aux réactions de son interlocuteur. Si par exemple il perçoit de la tristesse chez un enfant, il pourra le réconforter. Ou au contraire, s'il perçoit de la joie, il pourra choisir de faire un jeu éducatif. Donc on peut créer comme ça un lien social avec un petit robot de cette taille-là, parce qu'il va répondre plus ou moins spontanément, il va raconter des histoires. Et donc ça dépend de la façon dont on interagit avec lui. Nao possède ainsi un modèle type de conversation préprogrammée, mais grâce à la reconnaissance des émotions, il peut adapter ses réponses et passer à un autre scénario. Tous les jours, des milliers de développeurs travaillent sur des applications des plus complexes. Mais en parallèle, ce sont de nouveaux robots plus grands et plus performants qui vont faire leur apparition. Rodolphe Gélin, directeur de la recherche, travaille en particulier sur les yeux des robots, qui à terme lui permettront de reconnaître précisément son environnement. Alors les yeux de Nao sont dans son front et dans son menton. Donc une caméra qui regarde vers le haut, une vers le bas, mais sans recouvrement, ce qui ne lui permet pas de faire la vision que nous on a, stéréoscopique, et d'estimer les distances en utilisant le recouvrement entre les deux champs de vision. Chez Roméo, les caméras sont dans les yeux, et donc il arrive à faire converger son regard sur un objet, notamment pour estimer les distances. Et ça sera beaucoup plus facile pour lui de cette façon d'attraper un objet, par exemple. Cependant, la robotique en est encore à ses débuts. Pour un robot, la seule tâche de tenir une bouteille reste encore difficile. Mais la recherche avance et les applications sont prometteuses. Le premier marché pour lequel on envisage des robots de plus grande taille, c'est l'assistance aux personnes âgées, aux personnes qui ont des troubles cognitifs ou moteurs. Mais évidemment, l'étape d'après, c'est qu'il puisse être utilisé par tout le monde. Et un robot plus grand comme celui-là pourra être efficace à domicile pour le plus grand nombre. Les intérêts pour travailler sur cette technologie sont tels que peut-être verrons-nous un jour des robots se rapprocher de ceux de notre imaginaire. Les robots humanoïdes n'accompagnent pas que les enfants. Le Japon, qui a une population vieillissante, teste en ce moment même des robots pour assister les personnes âgées. Et c'est notre pastille web. Depuis 2009, les chercheurs de la Waseda University de Tokyo développent le prototype appelé 21, un robot qui facilite les tâches du quotidien. Le robot phoque Paro est lui plus rudimentaire et a l'apparence d'une peluche. Il a été conçu pour apaiser et divertir les personnes isolées ou traumatisées. Il a par exemple récemment été utilisé pour certaines victimes de la catastrophe de Fukushima à des fins thérapeutiques. Pour ceux qui voudraient acheter un robot humanoïde, sachez que Nao, par exemple, coûte pas moins de 12 000 € et qu'il faut des talents de programmation en informatique assez pointus pour le faire fonctionner. La révolution robotique est bien en marche, mais il reste un peu de chemin avant qu'elle ne se démocratise. Voilà, nous arrivons au terme de cette émission. Évidemment, vous pouvez nous retrouver sur arte.tv/futurmag et réagir sur les réseaux sociaux grâce au hashtag de l'émission. En attendant, bon vent und bis bald.